Merci de regarder Balafon Télévision. Bienvenue à tous dans le grand plateau ce soir. Qui sont les électeurs attendus aux urnes le 12 octobre prochain? Combien sont-ils sur le territoire national et au-delà? Autant de questions que se posent les partis politiques à quelques semaines du scrutin présidentiel, alors que le président de la République, conformément à la Constitution, a procédé le 11 juillet dernier à la convocation du corps électoral. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun saisit le Conseil constitutionnel. Le parti de Maurice Kamto demande au juge des élections de constater l'inexistence de ce corps électoral et exige l'annulation du décret présidentiel. Pour le MRC, le fichier électoral national n'a pas été publié conformément à l'article 80 du Code électoral qui impose à la Direction générale des élections de rendre publique la liste électorale nationale au plus tard le 30 décembre. En conséquence, il est donc difficile d'identifier clairement le corps électoral convoqué, même si, selon les chiffres provisoires récemment avancés par Elections Cameroun, le fichier enregistre plus de 8 200 000 inscrits pour 2025. L'appel à la transparence et à la publication d'une liste validée actualisée trouvera-t-il finalement un écho favorable auprès du Conseil constitutionnel qui s'est déjà déclaré incompétent en janvier dernier pour contraindre l'ECAM à publier la liste électorale nationale? L'analyse de nos invités est à suivre dans la deuxième partie du Grand Plateau, mais avant, place au journal. Présidentielle 2025, déjà 5 candidatures déposées à date auprès de la Direction générale d'Elections Cameroun. Parmi les prétendants, Akere Mouna, porté par le parti Univers, et Kam Gantin, candidat du Parti de la Libération pour le changement républicain du Cameroun, ont officiellement soumis leur dossier un peu plus tôt dans la matinée de ce mercredi, au moment où le Conseil électoral tenait sa première session de plein droit pour affiner les dispositifs de supervision du scrutin. Entre ambition présidentielle et préparation technique, le processus électoral entre dans une phase décisive. Le point avec Sébastien Oyébé et Julien Bapungué. Ce 16 juillet, les dossiers de candidature de Maître Akere Mouna et de Kangam Tam ont officiellement été reçus au siège d'Elecam dans la ville de Yaoundé. C'est le professeur Nkumvondo, président du parti Univers, qui a déposé le dossier au nom de l'ancien bâtonnier Akere Mouna. Le dossier est porté politiquement par une coalition de plus de 20 partis politiques et associations de la société civile, sans compter les autres personnalités qui sont avec nous dans le cadre de cette coalition. Mais sur le plan juridique, le dossier est porté par le parti Univers. C'est la première étape. Pour l'instant, Maître Akere Mouna est candidat à la candidature. Ces dépôts interviennent alors que le Conseil électoral était réuni en session de plein droit. Le président du Conseil, Dr Eno Abraham Ekbe, a salué les efforts du directeur général des élections, notamment en matière de réception des dossiers, mobilisation des équipements et lancement du portail électoral consulté massivement depuis le 10 juillet. Il est également prévu dans les semaines à venir une descente sur le terrain du Conseil électoral à l'effet d'évaluer l'état de préparation dans les démembrements territoriaux et d'apprécier aussi bien le climat sociopolitique dans les différentes circonscriptions électorales. En cette veille électorale, une attention particulière sera accordée aux régions en proie aux défis sécuritaires. Cette tournée constituera, pour ainsi dire, un levier important pour booster le moral et la motivation de nos équipes sur le terrain. Le docteur Ekbe a insisté sur l'importance de garantir des élections apaisées, inclusives et crédibles, appelant les acteurs à un engagement républicain. Rappelons qu'il ne reste plus que quelques jours avant la date limite des dépôts de candidatures et l'opinion publique attend très impatiemment les dépôts de candidature du parti au pouvoir et de ses opposants directs.
Et en marge de cette élection qui s'annonce, la gendarmerie nationale se prépare à toute éventualité. La brigade de Mora, dans la région de l'extrême nord, a réalisé un exercice de simulation d'attaque terroriste qui pourrait intervenir le jour du scrutin. Selon le colonel Mohamedou Youssoufou, commandant de la Légion de la région de l'extrême nord, cet exercice a pour but de mieux préparer ses troupes à être prêtes au combat en cas de trouble lors des rassemblements ou d'attaques terroristes et de maintenir leurs réflexes le jour de l'élection dans les bureaux de vote. Le point avec Fondone Marquez. As political parties and election stakeholders prepare for the October 2025 presidential election, the defense and security forces are also gearing up in the far north region. The gendarmerie recently conducted a simulation exercise to suppress protests in polling stations during election day. Escadron mobile numéro 30, en alerte au camp, commandé par le lieutenant Tangana, a été mobilisé à cet effet. À partir de cette position, qui est considérée comme la base de l'escadron, ils vont se projeter au lycée bilingue de Domayo. According to Colonel Mohamedou Youssoufou, the Legion Commander of the Far North Region, the recreation exercise aims to prepare his personnel for any eventuality and help them maintain their reflexes. À l'avance, il s'agissait de quoi au début? Il s'agissait de maintien en condition opérationnelle du personnel de la Légion de l'extrême nord, dans le but de se préparer pour sécuriser l'échéance électorale à venir. Colonel Youssoufou describes the simulation which he supervised as a means to keep his troop combat ready. Donc l'exercice de synthèse consistait à avoir un cas de figure où les manifestants peuvent empêcher le bon déroulement de processus électoral. Nous avons intervenu. Il y a eu la prise d'otages. Vous avez vu l'équipe d'intervention qui a été formée par le groupement polyvalent d'intervention de la gendarmerie qui a intervenu afin de rétablir l'ordre. He asserts that they are ready to play their role in the upcoming elections. Le processus électoral, en ce qui concerne les FDS, donc la gendarmerie en particulier, nous sommes prêts à donner le meilleur de nous-mêmes pour permettre que ce processus se déroule dans les bonnes conditions. Amid ongoing Boko Haram incursions, the Legion Commander vows to leave no stone unturned in pushing back against any potential attacks or crowd trouble. Minute présidentielle. Dans les jours à venir au Cameroun, la propagande va s'intensifier au sein de l'opinion, dans les médias et sur les réseaux sociaux. En période électorale, elle passe presque inaperçue, sauf pour les personnes averties qui savent qu'elle est spécialement conçue pour atteindre les objectifs précis, à savoir faire croire et accepter à l'opinion une idée ou l'image d'une personne par les techniques bien choisies. Roland Tapi nous éclaire ce soir sur la propagande en période électorale. La propagande est définie comme un ensemble de techniques de persuasion mises en œuvre pour propager par tous les moyens disponibles une opinion ou une idéologie. Ces techniques sont exercées sur une population afin de l'influencer, voire de l'endoctriner. Les moyens utilisés peuvent être des affiches, tracts, réseaux sociaux, articles de presse, émissions, livres ou films. À l'origine, on parlait de propagation au XVIIe siècle quand, dans un contexte de vivification de la foi chrétienne, des missionnaires sont envoyés de Rome dans des pays du monde entier pour propager l'évangile. Le mot se charge d'une connotation péjorative au cours du XXe siècle, partiellement d'abord lors de la Première Guerre mondiale, au cours de laquelle les États engagés dans le conflit abusent du contrôle de l'information et du bourrage de crâne, puis définitivement après le Second conflit mondial et la défaite des États totalitaires qui institutionnalisent la propagande au sein de l'appareil étatique. L'existence sous le Troisième Reich en Allemagne d'un bureau de la propagande sous la direction de Joseph Goebbels comme ministre de la propagande contribue durant la seconde moitié du XXe siècle à renforcer l'image négative du terme. On dirait que depuis lors, toute activité politique n'est que propagande en période de pré-campagne ou de campagne notamment.
Pour l'élection présidentielle de 2025 et comme pour les autres d'ailleurs, quand les candidats seront retenus et la liste définitive publiée, en attendant la campagne électorale qui devra commencer 15 jours avant l'élection, les quartiers généraux des campagnes seront alors occupés à produire les objets de propagande dont l'objectif sera de frapper les consciences et surtout faire gober l'idée que tel candidat est le plus beau, efficace, celui qui peut apporter les solutions aux problèmes quotidiens. Dans les médias, dans les réseaux sociaux, dans la rue, les marchés, des images et des messages seront diffusés, chacun selon ses moyens, vantant les mérites des uns et des autres. Il faut noter cependant que dans l'évolution du langage, syndicats et partis politiques continuaient jusqu'à la fin des années 1970 à faire figurer dans leurs organigrammes des sections propagande jusqu'à ce que l'expression communication politique remplace ce terme devenu extrêmement négatif car lié à la notion de totalitarisme. En clair, ce qui est aujourd'hui appelé communication politique n'est en réalité qu'une version policée de la propagande avec les mêmes objectifs, bourrer les cerveaux des populations avec les idées dont la véracité n'est toujours pas prouvée. Mais là, on est en politique et tous les partis politiques recourent à la méthode, sans exception. Minute présidentielle. Dans la suite du journal, cet énième mouvement d'humeur des usagers de l'axe Mora-Kousséri, les conducteurs notamment ont une fois de plus exprimé leurs préoccupations concernant l'état très dégradé de cet axe routier de 260 km. En plus de passer plus d'un mois à rejoindre leur destination en raison de la boue et des fortes pluies, ils dénoncent également les risques d'enlèvement orchestrés par les terroristes de Boko Haram et les coupeurs de route. Leurs plaintes sont formulées dans ce reportage de Faune René Marquez. Nous sommes le 4 juillet 2025. Ici, c'est à 70 km de Kousséri. Heavy-duty truck drivers plying the Mora-Dabanga-Kousséri road axis have once again raised concerns over the poor road network. La route Mora-Dabanga-Kousséri, c'est impraticable. La route est complètement finie. Et vraiment, les chauffeurs souffrent énormément dans cette route. The 260-kilometer long road drivers say impedes their activities, causing them to spend between 2 weeks to a month before reaching their destination. De Maroua jusqu'à Kousséri, c'est 260 km. Vraiment, tu fais un mois sur la route, 2 semaines, un mois et 2 semaines sur la route. La route de Mora jusqu'à Kousséri, on souffre tellement. Les camions tombent de gauche à droite. Les marchandises se gâtent, les camions se gâtent. Nous-mêmes, on souffre. On fait 3 semaines sur la route de Mora jusqu'à Kousséri, 3 à 4 semaines sur 260 km. Aside from the bad road, insecurity is another worrying issue. C'est le grand banditisme qui s'est installé aujourd'hui parce que le spectre qui hante encore les populations, c'est le spectre de Boko Haram, c'est du contrôle Zagina. Donc, à côté de ça, il y a un groupe qui est encore né, un groupe de bandits qui les agressent. Souvenez-vous qu'il y a quelques jours, il y a eu le même cas sur l'axe Lou, Yaoundé-Douala, plus précisément à Matom, à 66 km de Yaoundé, où un camion tchadien s'est arrêté, ils ont eu une crevaison. Le temps pour eux de vouloir dépanner, les bandits sont sortis de la brousse, ils les ont poignardés. With the upcoming presidential election, these drivers are begging for the road to be constructed to relieve them from stress. Ils nous ont fait tant de promesses et vraiment nous les exhortons de le réaliser. Bon, nous, chauffeurs, nous ne faisons pas la politique, mais il faut que eux aussi y comprennent. Nous ne faisons pas la politique, mais à la veille des élections, nous sommes quand même les électeurs. Despite attempts to reach out to the competent ministries, the transport syndicate leaders say they have the impression that the road project has been abandoned.
Défense des droits fondamentaux tels que la liberté d'expression, la liberté de réunion et d'association, la protection contre les tortures et les traitements inhumains. Une nouvelle association des droits de l'homme s'installe officiellement à Bafoussam dans la région de l'Ouest Cameroun. Les missions des responsables départementaux de la nouvelle vision africaine des droits de l'homme, fraîchement nommés à la tête de cette organisation, ont été clairement présentées cette semaine dans le département de la MIFI. D'autres précisions dans cet élément que nous propose Franck Duroc-Tassonquin. La liberté de réunion et d'association. La situation des droits de l'homme est préoccupante dans la région de l'Ouest, comme partout ailleurs. Les détentions illégales, les violations des droits de l'homme, les arrestations arbitraires et les traitements inhumains ou dégradants sont autant d'abus dénoncés par la nouvelle vision africaine des droits de l'homme. Nous voulons aller en profondeur dans les prisons et commissariats pour les abus dans ce pays, les abus. Nous allons dénoncer aux autorités les détournements, la corruption, partout, tout ce qui est comme abus à la population. Nous allons dénoncer aux autorités afin que la loi soit faite. C'est ce qui se vit ici. Donc c'est pour ça que nous voulons aller un peu plus en profondeur pour mettre un peu l'Ouest en alerte, que les gens savent qu'on a peu le droit, parce que tout part du droit. Les nouveaux responsables régionaux et départementaux de la Novia DH ont pour principale mission d'œuvrer pour la promotion et la protection des droits des citoyens dans cette partie grasse-file du pays. À l'Ouest en général, et comme dans tout le Cameroun. Et à l'Ouest en particulier, il y a encore beaucoup de brimades, il y a beaucoup de contrefaçons, il y a beaucoup de ventes de produits périmés. Les droits de l'homme sont bafoués dans tous les sens. Le droit à la vie, le droit à la parole, le droit à l'expression, le droit à la réunion et tout ça. Et nous pensons que l'État n'est pas bon. C'est pour cela que Novia s'installe à l'Ouest et s'installera dans tout le Cameroun dans un temps assez court pour surveiller le respect des droits de l'homme. Pendant que les équipes que nous venons d'installer dénoncent les violations des droits de l'homme et qu'ils collaborent avec l'administration locale, des forces de maintien de l'ordre et de sécurité. L'installation des responsables de cette association, affiliée à la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés, a été présidée par le représentant du gouverneur de la région de l'Ouest, qui dans son mot de circonstance a insisté sur l'éthique, la loyauté et l'intégrité. Au niveau de certaines ONG, accompagner les jeunes entrepreneurs au Cameroun et en Afrique en général est leur principal objectif. Selon certains promoteurs, l'intention derrière leur création est de nourrir et de développer des projets de jeunes afin d'encourager l'entrepreneuriat, de réduire la pauvreté et le chômage. Dédi Doubé Jean-Olivier est le représentant de l'une de ces organisations à but non lucratif. Écoutons-le au micro de Jirel Sazongé. C'est un projet qui a pour but d'accompagner la jeunesse entrepreneuriale camerounaise et africaine. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont du talent, mais qui n'ont pas les moyens nécessaires de pouvoir les gérer ou bien les financer en termes de projets. Donc dans l'objectif justement de pouvoir les accompagner, de pouvoir faire en sorte que ces projets soient rentables et qu'ils puissent bénéficier d'un accompagnement sur mesure et professionnel pour pouvoir développer leurs projets et faire en sorte qu'ils puissent vivre de ça. On a donc décidé de mettre sur pied ce projet qui va s'étaler sur 6 mois. Sur 6 mois, il y aura des séminaires, des conférences, il y aura également des salons professionnels qui pourront justement donner la chance à ces jeunes-là. Je précise que ces séminaires, ces formations, tout ce processus, il est gratuit. Et justement, comme je disais précédemment, ces séminaires, ces formations et tout permettront justement à ces jeunes d'acquérir des compétences, de développer même déjà des compétences qui sont en eux, pour qu'à la fin ou au bout de ces 6 mois, ils soient capables de développer et de produire un business plan valable sur une période de 3 ou 5 ans. Il s'agissait bien de Jean-Yves Edoubé, représentant de la fondation GK. Dans le reste de l'actualité, le port autonome de Douala, bientôt capable d'accueillir en affilée
4 navires. L'aménagement de la future zone logistique du port décuplera à coup sûr le trafic qui ira progressivement de 380 000 équivalents 20 pieds à environ 1,800 millions équivalents 20 pieds. Ce sont là les informations phares à retenir de la cérémonie de pose de la première pierre du projet d'extension du terminal à conteneurs de Douala-Bonabéry tenu en fin de semaine dernière au quai 17 du terminal à conteneurs. Un projet qui échappe aux éléphants blancs. Dites-vous, Julienne Atada et Jéré Sazangué. Pour Ernest Massena Ngalé-Bibert, le ministre des Transports qui présidait la cérémonie, il n'est nulle question d'éléphant blanc pour ce projet. On a souvent l'habitude d'imaginer que quand on pose les premières pierres et puis on s'en va. Aujourd'hui, c'est la matérialisation concrète d'un programme ambitieux du chef de l'État. Il faut dire que le port autonome de Douala a mis en place un ambitieux programme de modernisation et d'extension autour d'un schéma directeur de développement pour la période 2020-2030. Il s'agit en l'occurrence de l'aménagement de la future zone logistique multimodale sur les berges de la Dibamba-Messolé, dont les travaux seront lancés parallèlement bientôt. De même qu'à plus long terme, l'extension future du port à l'île de Manoka. Tout ceci dans la perspective d'accueillir les navires porte-conteneurs parmi les plus grands mis en exploitation de nos jours par les lignes maritimes. Cette extension permettra d'accroître de manière significative les capacités structurelles et d'optimiser les performances opérationnelles du port de Douala-Bonabéry et pas seulement. D'ici à la fin de ce projet, nous serons en mesure d'accueillir, d'affiler 4 navires, contrairement à ce qui s'est fait aujourd'hui. Nous serons en mesure de stocker dans le terminal un peu plus de conteneurs, ce qui va faire que la fluidité des opérations va prendre de la performance. Améliorer donc la fluidité des opérations, réduire les détails de déchargement et d'accueil des navires de plus grande taille renforcera à coup sûr la position stratégique du port de Douala en Afrique centrale. Le trafic actuel de 380 000 équivalents 20 pieds pourrait doubler à l'horizon 2030 pour atteindre les 796 000 équivalents 20 pieds et à plus long terme, ce trafic pourrait même dépasser le million équivalent 20 pieds pour atteindre environ 1 800 000 équivalents 20 pieds à l'horizon 2050. La concrétisation de ce projet d'extension marque une étape importante dans la modernisation du port de Douala, avec à la clé la création d'emplois, le développement économique de la région, la séduction de nouveaux investisseurs et bien d'autres. Les promoteurs d'espaces de loisirs au Cameroun sont-ils réellement informés des textes juridiques qui encadrent leur secteur et surtout les appliquent-ils? Ces questions méritent d'être posées en cette période de vacances scolaires marquée par une prolifération de foires et de lieux de loisirs à travers le pays. Pourtant, selon plusieurs responsables du ministère du Tourisme et des Loisirs, le secteur reste confronté à de sérieux défis, à savoir le manque d'infrastructures adaptées, l'encadrement insuffisant, la faible application des textes en vigueur, autant de lacunes qui interrogent sur la régulation réelle de ces espaces destinés au grand public. D'autres précisions avec Sébastien Oyébé. Alors que les vacances scolaires voient fleurir les espaces de loisirs à travers le Cameroun, une question se pose. Les promoteurs de ces lieux connaissent-ils et appliquent-ils les textes juridiques qui encadrent leur activité? La réponse reste incertaine. Selon le ministère du Tourisme et des Loisirs, le secteur souffre encore de plusieurs insuffisances. L'ignorance des textes juridiques par des acteurs et autres partenaires, l'insuffisance et l'inégale répartition des infrastructures, le manque de professionnalisme, l'ignorance des droits et devoirs par les acteurs et consommateurs. Pour y remédier, un atelier de renforcement des capacités et de vulgarisation des textes juridiques vient d'être lancé dans la ville de Yaoundé. Le corpus juridique encadrant les loisirs étant bien établi avec un ensemble de lois. Dans ce texte, même, vous allez voir dans les annexes, on parle d'homologation même de matériel de tourisme et de loisirs qui protège même les usagers.
On n'a pas laissé à n'importe qui de prendre n'importe quel matériel pour venir mettre dans un établissement de loisirs. Tout est réglementé. Et ces dimensions se retrouvent dans les annexes. Vous ne trouverez nulle part, ni dans la loi, ni dans le décret d'application, ni dans le code de la décentralisation, ni dans les arrêtés portant cahier de charges, encore moins dans la circulaire. Alors que le gouvernement appelle à une responsabilité collective pour professionnaliser les loisirs et garantir un développement durable et sécuriser des activités à travers le pays, certains observateurs avertis s'interrogent sur la portée réelle de ces textes dans des zones reculées. Ils plaident pour que les ateliers de formation et de vulgarisation ne soient pas limités aux seules grandes villes, mais étendus à l'ensemble du territoire national. Bienvenue dans la deuxième partie du Grand Plateau. Convocation du corps électoral pour le scrutin du 12 octobre prochain. Le leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun conteste la légitimité accordée aux électeurs appelés à choisir le nouveau président de la République. Maurice Kamto a une fois de plus saisi le Conseil constitutionnel qui s'était déclaré incompétent sur la même violation de l'article 80 de la loi de 2012 portant code électoral. Sa réclamation au juge électoral contraint le directeur général des l'ECAM à publier la liste électorale nationale. Maurice Kamto obtiendra-t-il enfin gain de cause, cette fois-ci devant les mêmes juges du Conseil constitutionnel? La lecture de Jean-Paul Chuniat. Le corps électoral à peine convoqué, le leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun est à nouveau devant le Conseil constitutionnel pour dénoncer l'inexistence juridique de cette entité en raison de la violation de l'article 80 du code électoral par Elections Cameroun, dont le directeur général Éric Sousset refuse de publier la liste électorale nationale depuis décembre 2024. Dans sa requête, Maurice Kamto demande une fois encore au juge électoral de sommer l'ECAM à se conformer aux exigences des dispositions de la loi de 2012 portant code électoral. S'étant déclaré incompétent dans sa décision du 21 janvier 2025 pour la première saisine du MRC, c'est donc le contraire du verdict du président Clément Atangana et ses pairs qui surprendrait l'opinion nationale sur une probable volonté de faire publier la fameuse liste électorale nationale tant attendue. Le pape du droit n'enfonce-t-il pas simplement une porte ouverte, tout en sachant pertinemment que le Conseil constitutionnel va encore se déclarer incompétent à statuer sur la question, sauf pour Maurice Kamto de croire certainement à un probable retour à des meilleurs sentiments des membres de cette juridiction. Visiblement, le leader du MRC n'entend pas se décourager, peu importe le nombre de refus des juridictions assermentées de dire le droit. Deuxième grief contre l'ECAM, la lettre ouverte de l'étudiant-chercheur Nana Mathias adressée au directeur général de cette institution, Éric Sousset. Il relève des anomalies et imperfections dans le fonctionnement du fichier électoral. La consultation des données des inscrits étant devenue un véritable parcours de combattant et un concours de patience pour un exercice qui aurait pu être assez facile pour les électeurs si les solutions innovantes étaient vite opérées sur les fonctionnalités de ce fichier électoral. Dans cette correspondance, ce citoyen camerounais engagé pour la cause de la transparence électorale déplore l'archaïsme d'un système informatique qui n'ose toiletter automatiquement un fichier truffé d'électeurs décédés et des doublons. Voilà qui fausse le nombre réel d'inscrits attendus aux urnes le 12 octobre prochain. Alors que l'opinion nationale et même internationale appelle à une élection présidentielle libre, transparente et apaisée, des leaders des partis politiques de l'opposition, les acteurs de la société civile cherchent à comprendre pourquoi Elections Cameroun, le Conseil électoral et le Conseil constitutionnel refusent de prendre en compte la préoccupation de Maurice Kamto, somme toute pertinente, et les améliorations du système informatique électoral suggérées par Mathias Nana, y compris la sourde oreille des responsables de toutes ces institutions, aux recommandations de la doyenne d'âge de l'Assemblée nationale, la députée Laurentine Kouamfeugue, sur la nécessité de chaque acteur du jeu électoral de remplir pleinement son devoir pour un scrutin au résultat des urnes, accepté de tous. Et face à cette attitude des garants du bon fonctionnement du processus électoral, des observateurs avertis redoutent qu'elle jette du doute sur la crédibilité de tous ces acteurs de premier plan, juste du fait de la non-publication de la liste électorale nationale et la correction des anomalies du fichier électoral, devenu un chemin de croix pour les électeurs à le consulter. Et on en parle justement avec nos invités. Augustin Kwepo en politique, coordonnateur de l'unité mobile de l'opération d'inscription sur la liste électorale pour le compte du MRC. Bonsoir, merci d'être avec nous.
Bonsoir Claude, bonsoir les copanélistes. Je voudrais dire un bonsoir particulier à mon ami politique, Dr Boucher, dans l'extrême nord, qui fait un travail de titan, qui depuis 8 mois est sur le terrain et il fait la formation des formateurs, afin que le jour J, nous serons prêts dans tous les bureaux du vote de la République. Et le jour J n'est plus loin, c'est le 12 octobre prochain. Le docteur Niamsi Mpodi représente le PURS en plateau, le peuple uni pour la rénovation sociale. Merci d'être avec nous. Bonsoir, bienvenue. C'est un plaisir que le PURS vienne partager ce plateau de l'intelligentsia moderne du Cameroun. Vivement que nous parlions aux téléspectateurs et que votre taux d'audience grimpe pour que les gens puissent comprendre que l'heure n'est plus au dictionnaire Larousse, l'heure n'est plus à l'analyse et à l'interprétation, l'heure est aux faits. Et ces faits, nous devons les décrypter ici avec la science. Roland Tapi, bonsoir, éditorialiste à Balafon Média. Bonsoir Claude. Alors, le mouvement pour la renaissance du Cameroun a saisi le Conseil constitutionnel pour constater l'inexistence du corps électoral, tout en demandant l'annulation du décret du président de la République convoquant justement ce corps électoral, décret signé le 11 juillet dernier. Au sein du MRC, on veut l'annulation, pourtant la finalité c'est d'obtenir la liste électorale nationale. Est-ce qu'on ne se trompe pas d'objectif, Augustin Guibo? Claude, vous allez vous rendre compte que nous sommes dans cette logique-là depuis. Oui. Le MRC, c'est un mouvement, c'est un parti légaliste qui voudrait que les Camerounais désormais comprennent qu'il faut à chaque fois interpeller les pouvoirs publics pour que la loi soit respectée. Alors, vous parlez du corps électoral. Le chef d'État a convoqué le corps électoral. Quel est ce corps électoral? Est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons dire avec certitude quel est le corps électoral qui est convoqué pour les élections du 12 octobre? Nous disons, on ne voit pas, c'est flou. Et c'est pour cette raison que le professeur Maurice Kamto et le MRC ont exigé auprès du Conseil constitutionnel que la liste des électeurs, c'est-à-dire que ceux qui doivent aller choisir les dirigeants de ce pays, soient connus. Vous avez remarqué ces derniers jours des gens qui se plaignent parce qu'on ne connaît pas jusqu'ici quel est exactement le nombre d'inscrits après le nettoyage. Le toilettage. Le toilettage ou le nettoyage, oui, ils disent qu'ils vont le faire, mais ils vont le faire à quel moment? Nous avons toujours décrié ici que la liste nationale allait permettre aux Camerounais de faire des revendications. Parce qu'il y a des gens qui disent qu'ils ont voté en 2018, 2020 et qui ne retrouvent pas leur nom aujourd'hui. Il y a des doublons, des triplons qui vont apparaître. Il y a des décédés qu'on ne peut pas encore, sans avoir cette liste, dénoncer. Donc moi je crois que notre combat est juste. Et pour aller à une compétition, je crois que les règles du jeu doivent être claires. On doit savoir quels sont ceux qui vont aller choisir les dirigeants de notre pays. Ce n'est pas un jeu, c'est l'avenir du Cameroun, c'est l'avenir de nos enfants, c'est l'avenir de cette nation qui en dépend. Donc on doit laisser la tricherie de côté et penser à la nation. Voilà. Dr Niamsi, toujours à propos de la publication de la liste électorale nationale, on a vu que le PURS a également fait une sortie dans ce sens il y a quelques mois pour interpeller Elections Cameroun, tout comme le MRC. C'est d'ailleurs l'un des rares partis politiques à s'être prononcé sur cette affaire. Au sein du MRC, on estime que le corps électoral est inexistant, puisque à date, on n'a pas vu la liste électorale nationale. Est-ce que, comme depuis le début, vous partagez toujours la position du MRC? Ou alors on peut tout de même dire que ce corps existe, même si on ne le maîtrise pas concrètement, vu qu'on est encore dans les estimations du nombre d'électeurs enregistrés sur les listes électorales? Vous savez, au Cameroun, nous avions ce qu'on appelle depuis un moment dans l'anderno politique l'interprétation, l'analyse, le décryptage de la loi selon les convenances et selon les chapelles politiques. Alors, il faut qu'on soit pondéré et que tout le monde regarde vers la direction d'une élection qui doit arriver. Au PURS, je porte la voix de ceux qui m'ont mandaté à m'inscrire dans ce qu'on appelle la République. Qu'est-ce que la République demande? Nous sommes en 2012. Dans une loi que le président Pobialé m'a voulu mettre en exergue, la loi numéro 2012-017, je vais dire par 017, de décembre 2012, qui a modifié 2 autres lois, mais sauf que les gens n'ont pas lu les alinéas qui encadrent cette loi,
où nous sommes toujours piégés. Le président Serge Espoir Matomba, candidat investi pour ces élections, a reçu une réponse qui allait en droite ligne avec les aspirations de ce pouvoir en place. Quelles sont ces aspirations? Un Camerounais a fait une sortie, du moins dithyrambique, pour dire nous avions dit que nous conservons les données de la liste électorale nationale pour qu'il n'y ait pas ce qu'on appelle de la cybercriminalité. C'est une sortie qui a été dans plusieurs antennes, à dessein ou à toute fin utile. Ils sont les seuls qui connaissent les tenants et les aboutissants, pourquoi ils ne l'ont pas publié. Une autre voix dissonante est sortie en disant rentrer dans le cas du baccalauréat au Cameroun. Allons-nous déjà, depuis que le Cameroun existe, publier la liste de tous les candidats qui iront au baccalauréat? Et ils ont répondu à nos préoccupations en disant chacun découvre son nom, le juge viendra composer le bac avec son récépissé, sa carte nationale d'identité. Ils sont experts dans ce genre de choses pour discréditer. J'ai donc dit, dans ma sortie dernièrement, j'ai dit, le professeur Maurice Kamto, c'est un Camerounais, oui. A-t-il le droit de porter certaines réserves à ce corps électoral? Oui. Est-ce que le Cameroun est un pays gouverné? Oui. Est-ce que le Cameroun, auprès de ses institutions, a mandaté les gens pour dire oui ou non? Oui. Il a mandaté le Conseil constitutionnel, il a mandaté le corps électoral, mais c'est à ces gens qu'on devrait interpeller maintenant et a fait savoir pourquoi cette lettre est sortie et à ces gens de nous répondre. S'ils ne nous répondent pas, on verra de quoi il est question. Mais sinon, nous au PURS, nous avons regardé cette question et nous avions dit, nous avions jeté notre pavé dans la mare et que la danse politique commence alors. Ces gens qu'on interpelle, ces gens, comme le dit le docteur Niamsi, qu'on interpelle, se sont déclarés en janvier dernier incompétents, à contraindre l'ECAM à publier la liste électorale nationale. Et l'ECAM qu'on accuse a donné X et Y raison, pas de version sortie officielle pour dire pourquoi jusqu'à aujourd'hui la liste électorale nationale n'a pas été publiée conformément à l'article 80 du Code électoral. Finalement, qui nous donnera une réponse à cette question? Où se trouve la liste électorale nationale? Il faut commencer par rester sur cette loi à laquelle vous faites allusion. Dans une république, dans un pays de droit, où chacun est supposé être protégé par la loi, il n'y a aucune justification qui tienne pour ne pas respecter la loi. Aucune justification, surtout quand il s'agit d'une institution étatique créée par l'institution suprême, la présidence de la République, qui doit appliquer des dispositions contenues dans un code élu, ou plutôt, évidemment, élu par l'Assemblée nationale et promulgué par le même président de la République. Si on ne reste pas là et on s'en tient vraiment à cela et qu'on se laisse distraire par des commentaires à côté, on va se perdre. Le président Biya lui-même disait à un moment donné qu'il ne commande pas les commentaires. Comme pour dire que quand quelque chose est indiqué de manière claire, il faut d'abord qu'on s'en tienne à cela. Jusqu'à présent, il n'y a aucune raison que l'ECAM puisse avancer, qui tienne pour ne pas publier la liste nationale des électeurs, comme le dit la loi. On peut prendre tous les exemples qu'on veut. Le baccalauréat, ce n'est pas des élections. Tout autre examen, ce n'est pas des élections. Il s'agit des élections. Et la loi a clairement dit que la liste nationale doit être publiée au 31 décembre au plus tard de chaque année. Maintenant que les CAM viennent expliquer qu'il n'a pas de possibilités matérielles, comme si on demandait que la liste soit publiée sur un large mur qu'on va construire quelque part. Il a en train de dire que ce mur n'est pas encore construit, ou puis prétendre qu'il n'y a pas d'espace pour publier la liste nationale. Non, il faut qu'on soit sérieux à un moment donné. Nous sommes dans un contexte où la technologie a beaucoup avancé. Et on ne peut pas faire l'insulte aux Camerounais de penser qu'il n'est pas possible de convertir un fichier électoral en n'importe quel type, PDF et n'importe quoi, qu'on puisse mettre en ligne sur Internet, que tout le monde peut télécharger et pouvoir vérifier de bout en bout si son nom, le nom de son oncle, ta tante et tout ça est sur une liste ou pas. C'est la moindre des choses aujourd'hui. C'est vraiment la moindre des choses. Tout le temps en train
de vouloir expliquer, on a des bugs informatiques, on a ceci ou cela, c'est toujours la même rengaine. Aucune justification qui tienne, mais qui à la limite est plutôt une insulte à l'intelligence des Camerounais. Ce n'est pas ça qui devrait dépasser aujourd'hui les Camerounais à résoudre comme problème un bug informatique. Pas du tout. Il faut pas. Maintenant, quand Elecam refuse de publier une liste, c'est-à-dire que de manière volontaire, Elecam décide de se mettre hors la loi. Et au-dessus d'Elecam, il y a quoi? Le Conseil constitutionnel, dont la mission, effectivement, en dehors de veiller sur la constitutionnalité des lois, est de veiller sur la régularité de l'élection présidentielle au Cameroun. C'est-à-dire l'instance ultime à laquelle on devrait se référer quand on a un problème concernant les élections. C'est pour cela que ce soit au niveau des candidatures, des fraudes et tout cela, c'est vers le Conseil constitutionnel qu'on se dirige pour dire qu'on a tel problème. À quel moment est-ce que le Conseil constitutionnel a senti qu'il n'était pas compétent pour connaître des problèmes liés à l'élection présidentielle surtout, quand la loi le créant le dit clairement qu'il doit veiller à cela? À quel moment est-ce qu'une institution comme le Conseil constitutionnel, qui est sur le plan des normes juridiques des institutions la plus haute, pense qu'il n'est pas compétent pour connaître d'un problème et renvoie ceux qui se plaignent à la Cour d'appel. À la Cour d'appel, qui est une institution inférieure à elle. En réalité, c'était un jeu de ping-pong que le Conseil constitutionnel était en train de jouer, d'abord pour protéger Elecam, qui n'avait pas de raison de ne pas publier, pour ne pas prendre ses responsabilités du Conseil constitutionnel. Donc, aujourd'hui, comme je disais tantôt, il faut revenir vraiment à la loi. C'est parce que la loi a été complètement mise de côté dans beaucoup de domaines, y compris au plus haut sommet de l'État, qu'on est dans tous les problèmes qu'on connaît aujourd'hui. C'est parce que la loi n'est pas appliquée à la lettre qu'on est dans tous ces problèmes. Et la loi n'est pas appliquée tout simplement pourquoi? Parce que ceux qui sont mis là interprètent, comme le représentant du PURS le disait tantôt, ces lois en fonction de leurs intérêts, quand ça les arrange. On applique la loi, quand ça ne les arrange pas, on dit qu'on ne peut pas appliquer la loi. Et on ne peut pas continuer comme ça. Ça fait partie des choses qui font en sorte que les Camerounais souffrent dans leur chair aujourd'hui. Et ça se passe au niveau le plus haut des institutions. Imaginez aussi ce qui se passe dans les instances inférieures où les justiciables du commun du mortel vont, les tribunaux de première instance, de grande instance et autres. Quand une institution comme le Conseil constitutionnel dit qu'il n'est pas compétent pour connaître un problème qui est lié à l'élection présidentielle, devrait-on aller saisir la Cour africaine des droits de l'homme ou bien aller à l'ONU pour... Non, à un moment donné, il faut se poser la question, est-ce que ceux qui siègent dans cette institution sont aussi des Camerounais comme nous ou pas? Et aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, il est temps qu'on revienne à la réalité. Et cette réalité, c'est qu'il faut qu'on regarde le minimum de textes qui nous gèrent, qui nous régulent, et qu'on les respecte tout au moins. On ne peut pas être en train de se plaindre de ce que les choses ne marchent pas, de se plaindre que la loi est mal faite, mais le peu même qui existe là, qui est là et qu'on devrait au moins appliquer, on ne l'applique pas aussi. Qu'est-ce qu'on veut que les Camerounais fassent? Mais il est clair que depuis, la loi n'est pas appliquée, mais il faut bien avancer. Et les CAM réitèrent qu'au moins les listes communales sont disponibles, celles de l'année dernière, celles de 2024. Pourquoi on ne peut pas se contenter de ces listes-là? Quel est le problème qui se cache derrière? Augustin Coco. Oui, Claude. Moi, je crois qu'il y a un gros problème. Parce que si on veut se limiter seulement à la liste de 2024, vous avez vu l'engouement des Camerounais pendant cette année de 2025. Beaucoup de Camerounais sont inscrits. Mais les requêtes ont commencé en 2024, parce que c'est la liste électorale nationale de 2024 qu'on demande, même si celle de 2025 est également attendue. Oui, tout au moins, il fallait commencer par 2024. Oui. Et ensuite, indiquer ce qu'on a eu comme nombre d'inscrits en 2025. Mais tout cela est dans une opacité qui ne dit pas son nom. Et nous ne pouvons pas accepter qu'on aille à... C'est vrai, on va y aller. Quel que soit le cours, vous l'avez dit là qu'il y a certainement ce type de problème depuis beaucoup d'années. Et voilà, il faut quand même avancer. Je suis d'accord qu'il faut avancer. Mais en avançant, on doit dénoncer. On doit
informer à l'opinion nationale et internationale que voilà, nous sommes en train d'aller à une élection, mais les conditions ne sont pas remplies, ne sont pas rassemblées pour qu'on ait une élection apaisée, une élection où le vainqueur ira vers le vaincu, comme on voit partout ailleurs. Vous avez vu la sortie des hommes de Dieu, vous avez vu la sortie des intellectuels, vous avez vu la sortie de tous les corps sociaux qui se plaignent de ce que c'est la même chose depuis la nuit des temps. Nous sommes au XXIe siècle, en 2025. Tout autour de nous, il y a des exemples qui nous parlent. Moi, je ne comprends pas pourquoi au Cameroun. Moi, j'ai peur pour mon pays, il faut le dire sincèrement. J'ai peur pour mon pays parce que ce que nous avions vécu et ce qu'on est en train de voir s'installer ressemble à une monarchie qui n'explique pas son nom. Et moi, je ne voudrais pas laisser à mes enfants un pays dans lequel ils n'auront pas de mots. Et c'est pour cela que nous venons sur ce plateau, à chaque fois qu'on nous invite, pour essayer de parler à nos aînés, à nos ancêtres, je vais les appeler ainsi parce que tous ont atteint cet âge-là, de penser un peu à la justice. Parce qu'on peut tout perdre dans un État. Mais quand on a perdu la justice, l'éducation et la santé, on est dans une jungle. Il a parlé, M. Tsapi a parlé tout à l'heure là, de la justice, parce que si la Cour constitutionnelle ne peut pas dire le droit, est-ce qu'il faut interpeller Jésus-Christ? Qui est-ce qui doit dire le droit finalement? Ça veut dire que toutes les institutions qui sont en dessous, chaque institution va fonctionner comme elle entend parce que les escaliers, comme je dis souvent, se nettoient à partir du sommet. Si le sommet n'est pas nettoyé, comment est-ce que vous allez accepter que la dernière marche soit nettoyée? Donc je dis de grâce, je le dis avec conviction à mes aînés qu'ils retiennent que 2025 ne sera pas 2018 ou 2012. En 2025, les Camerounais voudraient s'exprimer et avoir la certitude que ce qu'ils ont décidé sera respecté. Nous ne prenons pas la guerre, nous n'interpellons pas les gens à la violence, mais nous disons ne provoquez pas la violence. Parce qu'on peut partir de l'étincelle au brasier. Le pays va mal et ce n'est que la justice qui peut rétablir l'équilibre et nous permettre d'avancer. Donc la préoccupation, si on doit comprendre, la crainte même surtout, ce n'est pas la non-publication de la liste électorale nationale, mais peut-être les conséquences qu'il y aura derrière cette absence de liste. Absolument, Claude. Vous avez vu en 2018, 2020, les contestations n'en ont plus fini. Vous avez vu les débats constants. Mais sauf que le Conseil constitutionnel restait dans un seul logiciel. Ils avaient un seul mot qu'ils tenaient toujours pas acceptable, quelque chose comme ça. Ils rejetaient toujours non conforme, je crois. Irrecevable. Irrecevable, merci. Je ne voudrais pas que mon pays revienne dans cette posture parce que si en 2025, les choses continuent dans cette voie, nous risquons de nous retrouver dans un brasier qu'on ne peut pas atteindre. Et cela va faire du mal à tout le monde parce que quand ça commence, vous ne savez où est-ce qu'il faut mettre la tête. Donc du coup, je viens ici avec la main sur le cœur pour demander à ceux qui sont aux affaires, qui tiennent les rênes de ce pays, d'organiser une élection transparente. En commençant par nous dire exactement quel est le corps électoral qu'on attend. Parce qu'on ne peut pas aller à une compétition sans connaître quels sont les gens qui vont participer à la compétition. C'est flou. Tout ce qu'on va donner comme résultat. Rappelez-vous, à un moment ici, ils ont parlé de 120 000 noms disparus dans le fichier. Et à un moment, après, ils ont dit non, les 120 000 noms, on a retrouvé. Quel est l'élément qui nous permet de vérifier effectivement que c'est revenu? Ça veut dire en fait qu'à tout moment, ils peuvent nous dire, même 2 jours après les élections, voilà le vainqueur, avec tel pourcentage. Sur quel élément allons-nous nous baser pour savoir qu'effectivement c'est la vérité? Donc, il ne faut pas qu'on nous mène en bateau. On ne va plus accepter de continuer à fonctionner dans une forme d'obscurité entretenue par ceux qui nous dirigent. Le reproche qui est fait de manière générale à Elections Cameroun, Dr Niamsi, c'est de ne pas publier la liste électorale nationale et de vouloir donner de manière indirecte avantage aux partis au pouvoir, parce que l'opposition ne maîtrisant pas le nombre d'électeurs inscrits, on va là vers une victoire encore écrasante, comme le disent les membres du RDPC, du président de la République qui a brigué un 8e mandat. Est-ce que c'est la seule conséquence qu'on peut voir derrière la non-publication de cette liste, tant attendue, tant demandée? Non, ça veut dire, à un certain moment, nous devons dépasser certains clivages. Qui nomme le président de l'ECAM? C'est le président de la République. Le président de l'ECAM appartient à quel parti quand il bat campagne à Yabassi?
il appartient au RDPC. Mais il est censé être neutre, puisque l'institution est neutre. S'il vous plaît, madame, si vous connaissez qui est président de l'ECAM, il a été responsable de la norme pour chasser les journalistes à Douala. Il fallait passer devant ce monsieur de mémoire de jeunes journalistes pour qu'il vous valide le document avant d'aller mettre dans la presse écrite. Je connais l'homme, je connais les pratiques. Il a été un militant de ce parti, c'est pourquoi il se trouve à cet endroit. On peut m'interpeller à n'importe quel moment, je pourrais le prouver. Maintenant, dans la pondération du militantisme que je fais, je regarde tout simplement du haut du bas au bas et je vois les acteurs politiques vers le bas. Vous croyez que ces gens qui pensent que le Cameroun ne peut pas avoir 3 grilles de lecture pour 2 trajectoires, pourquoi? Parce qu'ils sont en train de sauvegarder leur pain quotidien. Je vais vous dire pourquoi ils ne peuvent pas se prononcer sur cette liste électorale. Nous avions interpellé l'ECAM. L'ECAM a donné ce que j'aurais appelé les fuites en avant. Aujourd'hui, il n'y a que le président du Conseil qu'est-ce que je vais dire, la Cour constitutionnelle, qui peut sauver l'État du Cameroun de la honte. Et là, je ne pèse pas mes mots. Ça veut dire quoi? Si on veut aller grandissant dans cette élection, il faudrait que M. Clément Otangana accepte ce que le professeur Maurice Kamto a écrit et ramène le président de la République à reprendre une décision. Ça va montrer le magistère de la présidence incarnée par son excellence Paul Biya. Ça, c'est une première grille de lecture. La deuxième grille de lecture, c'est de donner aux Camerounais ce qu'on appelle la lueur d'espoir. C'est-à-dire ce vent de la réflexion d'identité du Camerounais qui sert son pays. Parce que si Clément Otangana aujourd'hui reçoit la lettre de Maurice Kamto sans que ça ne meure au courrier et qu'il prenne une décision idoine, ça montrera que l'opposition au Cameroun a des gens qui lisent et qui prennent à bras le corps le vécu quotidien des Camerounais. C'est quoi Serge Espoir Matomba continue à dire aux Camerounais que sert le Cameroun, quelle est l'identité du Camerounais qui est aux affaires. Le jour que nous allons comprendre quelle est l'identité du Camerounais qui est aux affaires, nous comprendrons aisément pourquoi ce Camerounais agit-il à gauche ou à droite. Et la troisième grille de lecture qui donne une trajectoire non moins perpendiculaire et qui va retrouver ce que Serge Espoir Matomba revendiquait, c'est qu'il faudrait que le président de la Cour constitutionnelle demande à l'homme qui l'a nommé qu'est-ce que je fais du courrier qui est arrivé de Serge Espoir Matomba et du professeur Maurice Kamto. Lorsqu'il aura ce coup de fil, et là, il faut vous dire, hein, les faits sont sacrés. L'administration, c'est 3 éléments. Dans une sémiologie langagère énorme, me voir, m'en parler et me tenir informé. Alors, c'est-à-dire quoi? Lorsqu'on écrit au stylo noir, c'est m'en parler. Lorsqu'on écrit au stylo rouge, me voir, au stylo vert, me tenir informé. Lorsque vous avez compris cette morphosyntaxique stylistique en administration, vous comprendrez que un homme nommé par une tierce personne ne peut en aucun cas prendre une décision. Mais si M. Clément Otangana doit entrer dans l'histoire de ce que c'est que la République du Cameroun, il doit appeler ses lieutenants qui l'entourent et dire donnons une belle passe de but au président de la République pour sauver son mandat. Et la passe de but sera quoi? La lettre de Serge Espoir Matomba sera recevable comme la lettre du président Maurice Kamto. Ces 2 lettres vont faire ce qu'on appelle l'ossature de décision pour montrer que, bien que le président Paul Biya soit garant de la magistrature suprême, il y a l'indépendance du pouvoir judiciaire au Cameroun. Donc le souhait, c'est de voir le président de la République revenir sur ces textes, mais n'est-ce pas un rêve? Ça ne peut pas être de l'utopie ni un rêve, ça fait plutôt partie de ce qu'on aurait appelé l'orthodoxie des lois. Si la simple loi a du mal à être respectée, est-ce qu'il est possible que tout un président de la République, en tout cas tel qu'on le connaît, le président Paul Biya, fasse un nouveau texte d'ici là qui convoque le corps électoral après que la liste électorale nationale soit disponible? C'était ma dernière trajectoire qui était perpendiculaire à ce que l'opinion publique nous attend. Vous savez, le Cameroun est un pays qui a de très beaux tests. C'est-à-dire que les éminents professeurs, les éminents grises se réunissent et font de très beaux tests. Mais sauf que, face à la pensée de l'intestin grêle, et le vouloir s'affirmer aux yeux du monde que nous avions le pouvoir, on oublie les tests qu'on a mis à la disposition du peuple. Cet article 80 doit être scrupuleusement respecté. Mais il y a un moment qu'il faudrait que les Camerounais comprennent. C'est que la belle passe que le président Paul Biya doit recevoir du président de la Cour constitutionnelle, c'est de porter lui-même les doléances qui ont été adressées
Et que le coup de fil arrive à qui de droit pour dire sauve ma façon de réfléchir. Et ce sera ce qu'on aurait appelé à porter les livres saints religieux au chevet du lit de ce Cameroun que nous connaissons déjà malade au bord du gouffre. Pourquoi je le dis? Ceux qui nous comprennent au village. Parce que vous savez que dans les villes, les hommes politiques ont un français très grandiloquent. Ils n'arrivent pas à parler en français facile. C'est pour dire que il faudrait que demain, le président Clément Tangana, que j'interpelle, un homme que je connais très pondéré, puisse asseoir son magistère et dire que si j'ai les mains libres, je devrais dire que la lettre de Serge Espoir Matumba est recevable et que le président revient sur sa décision. Et très rapidement, vous allez voir comment toute la place politique camerounaise va crier avec des you et nous serons en train de comprendre que Elekam nous donnera une liste d'ici 10 jours. Parce qu'il y a possibilité. Mais tant que le président ne parlera pas, ces deux personnalités qu'il aurait nommées, qu'il a nommées autant pour moi, ne pourront pas prendre main. Pourquoi? Parce que vous savez que les hautes instructions ne sont pas encore arrivées chez le grand frère Ngongo. Lorsqu'il recevra les hautes instructions, il va commettre une correspondance envers l'ECAM et envers la Cour constitutionnelle pour que les Camerounais puissent comprendre que leurs lois sont vraiment des lois et non des loisirs. Le docteur Niamsi Roland Tapi remet en doute la neutralité des membres du Conseil du Conseil constitutionnel. Si tel est effectivement le cas, s'ils sont partisans, c'est vrai qu'il a dit de manière ouverte quel est son rêve, quel est son souhait et quelle est la norme. Est-ce qu'on peut avoir dans les prochains jours, il a donné l'échéance de 10 jours, avoir tout de même une liste, ou alors que c'est avoir un écho favorable à cette requête, énième requête du MRC qui demande tout de même d'avoir une liste, d'avoir une idée du nombre d'inscrits sur le fichier électoral pour qu'au moment des élections ou de l'élection, qu'on ne soit pas là en train de se demander qui a voté dans tel bureau de vote, ainsi de suite. Vous savez, dans une logique de pouvoir améliorer les choses, il faut toujours garder espoir. Il y a un homme politique américain qui disait que il y a des gens qui voient les choses telles qu'elles sont et se demandent pourquoi. Il y a des gens qui voient les choses telles qu'elles devraient être et se demandent pourquoi pas. Comme pour dire que, en l'état actuel, effectivement, il y a beaucoup de problèmes de légitimité, de légalité, de conformité à la loi et tout. L'inféodation du Conseil constitutionnel au parti au pouvoir ne se discute pas. Parce que même à l'heure actuelle, si vous allez sur le site internet du parti au pouvoir, vous allez voir parmi les membres du bureau politique ou bien des membres du comité central les noms de ceux qui sont au comité central, malheureusement, au Conseil constitutionnel, malheureusement. C'est-à-dire que c'est même devenu une question taboue. Violer les lois et les piétiner n'est plus un problème d'éthique pour des gens qui nous gouvernent. Mais on espère tout de même, il peut avoir un sursaut d'orgueil. On peut vivre un peu des choses qu'on a vécues au Sénégal, parce qu'au Sénégal, par exemple, à un moment donné, Macky Sall a d'abord pris un décret pour dire qu'il proroge son propre mandat. C'est le Conseil constitutionnel qui a arrêté ça. Mais le Conseil constitutionnel est bien constitué par le même Macky Sall. Ils ont voulu rentrer dans l'histoire, comme il disait, par la grande porte. Ils ont voulu dire non, on joue notre rôle ici. C'est vrai que c'est toi qui nous as nommés, mais une fois que tu nous as nommés, nous avons notre conscience et devant la loi pour faire le travail qui est le nôtre, en réalité. Et c'est ce qu'on demande à tous ceux qui sont garants et protecteurs de la justice au Cameroun. C'est possible. On a vu également ça au Zimbabwe quand Mugabe ne voulait pas quitter le pouvoir à tout prix. C'est peut-être pas l'institution judiciaire qui a finalement décidé, mais dans son propre parti, la ZANU-PF, ses propres militants à l'Assemblée nationale et dans le parti ont décidé de le démettre. Ils lui ont d'abord donné un ultimatum en donnant un certain nombre de jours pour qu'il démissionne, lui-même d'abord du parti,
il n'a pas respecté cet ultimatum. Ils se sont réunis, ils l'ont démis. Parce que, comme toute organisation, on dit toujours que quand la tête est en train de flancher, il y a, les 2 tiers au moins, c'est-à-dire qu'il y a un quota qui peut être, le quorum qui peut être constitué et jouer le rôle de la direction même. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont démis Mugabe et puis, incidemment, ils l'ont démis également de la présidence de la République. Il a dû partir pour cela. C'est-à-dire que il y a des moments où, même de l'intérieur, il y a des gens qui en ont marre, qui se posent la question, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire notre travail? Parce qu'à un moment donné, il faut se rendre compte. Le Conseil constitutionnel se comporte comme si tous les autres Camerounais sont bêtes. Il n'y a que eux qui connaissent la loi. On ne peut pas nous faire croire que toutes les requêtes qui sont introduites auprès du Conseil constitutionnel sont irrecevables. C'est-à-dire quoi? Que tous ceux qui écrivent ces requêtes sont pas allés à l'école, bien sont plutôt bêtes. C'est à un moment donné une insulte. Et parfois, quand vous regardez ceux qui sont derrière ces requêtes avec la respectabilité qui les suit, leur personnalité, leur cursus académique, vous posez la question, donc toute l'école là dont on parle que vous avez, vous ne savez pas écrire une requête, tout simplement parce qu'il y a des gens qui sont assis quelque part, parce que occupant des postes à ce moment-là estiment qu'ils peuvent décider. Et comme ils profitent de la disposition qui dit que les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours, c'est-à-dire ils savent que quand ils décident, personne n'a plus rien à dire là-dessus. Ils s'appuient donc sur ce pouvoir extrême pour décider comme ils veulent, même de rejeter ce qui n'a pas, comment dire, c'est ce qui ne souffre de rien. Mais comme on dit, quand on regarde la constitution du Conseil constitutionnel, ce sont des personnes déjà bien âgées aussi. Oui. À un moment donné, on se dit seulement qu'ils peuvent avoir un brin de lumière, se poser la question, en fait, nous aussi, quand nous partirons, qu'est-ce qu'on retiendra de nous? Est-ce qu'on retiendra de nous qu'on a été un Conseil constitutionnel irrecevable, ou bien qui a quand même à un moment donné joué un rôle essentiel dans le développement du pays? Ça peut arriver. En attendant, je pense que ce que le MRC fait aujourd'hui et tous les autres qui réclament la publication de la liste, c'est une façon de prendre l'opinion à témoin. C'est-à-dire un peu comme pour commencer un match de football. Une équipe constate qu'il y a des irrégularités dans la composition de l'équipe adverse. Il ne refuse pas de jouer. L'équipe ne refuse pas de jouer, mais elle les met des réserves d'abord. Voilà le commissaire du match pour dire que voici, il y a tel souci là-bas. Mais ils jouent quand même le match. S'ils gagnent le match, ils peuvent soit revenir sur ce qu'ils ont émis comme réserve, soit l'effacer. Mais quand ils perdent le match, ils sont fondés à revenir dire que, OK, nous avons, avant de jouer ce match, indiqué qu'il y avait tel problème ici, et nous pensons que c'est ça qui a fait en sorte que nous puissions perdre le match. Donc, c'est dans cette logique que le MRC fonctionne maintenant. Et c'est très bien que les requêtes qu'il introduit auprès du Conseil constitutionnel ont un sort déjà connu. Irrecevable. On va trouver le mot irrecevable ou bien on va se déclarer incompétent. Mais n'empêche que l'introduction de ces requêtes va rentrer dans l'histoire, va être archivée comme des éléments qui, à un moment donné, tôt ou tard, dans ce pays ou ailleurs, devant une institution internationale, vont être ressortis pour dire voilà ce que nous avions dit par rapport à ça. Donc, de manière ultime, que le Conseil constitutionnel se ravise et sache qu'il a un rôle à jouer ou pas, les partis politiques qui sont en train de demander que la liste soit publiée sont dans leur rôle. Ils exigent que des choses soient faites normalement pour que, à la fin, on soit quand même... Parce que, vous savez, depuis 1992, beaucoup de Camerounais ont été blasés. On a trop de problèmes à être inscrits sur les listes électorales aujourd'hui. Pourquoi? Parce que personne, à un moment donné, ne croyait plus à l'élection présidentielle au Cameroun, à aucune élection d'ailleurs. Et maintenant que cet engouement est en train de revenir, je crois qu'il ne devrait pas avoir de blocage au niveau le plus haut par des gens qui vont encore faire frustrer des gens. Parce que quand ils sont en train de refuser tout, ça frustre davantage des gens. Beaucoup de gens se posent la question, à quoi bon y aller quand tous ces gens-là sont encore là? Or, c'est plus le moment. Ils devraient libérer les gens
pour qu'il se libère aussi à l'intérieur, pour que le pays finalement devienne dynamique. On a aussi envie à un moment donné de voir 2, 3, 4 présidents de la République assis dans un stade en train de regarder le match de football comme on voit au Ghana. Il ne faut pas qu'on pense toujours que quand on est président, il n'y a plus de raison qu'on vive encore un seul jour dans le même pays sans être président. Non, il faudrait qu'on avance un peu. Mais il faut tenir compte de l'âge. L'âge ne nous permet plus de faire certaines choses. Parfois. Bon, Roland Tapi interpellait tout à l'heure les partis politiques. Sur cette affaire, cette requête autour de la publication de la liste électorale nationale, curieusement, on a vu très peu de partis politiques de l'opposition s'exprimer à propos. Et il y en a 269 partis politiques, bon 70 puisqu'il y a un qui a été légalisé récemment, 269 partis politiques légalisés au Cameroun. Seuls 2 ou 3 se sont officiellement prononcés sur la question. Est-ce que ce n'est pas aussi la faible mobilisation autour de cette requête, le faible engouement de l'opposition autour de cette requête qui fait en sorte aujourd'hui que on considère que c'est un fait banal, que ça reste une simple réclamation du MSC qui veut encore se faire voir, ou du PURS qui veut se positionner, Augustin Kouépo? Non, Claude. Moi, je vais me réjouir de la position du PURS à travers son représentant ici, qui reconnaît et qui a expliqué un certain nombre de choses par rapport aux revendications qui sont les siennes et également du MRC. J'ai souvent dit que nous avons des politiciens saisonniers, excusez-moi le terme, hein, c'est-à-dire qu'ils apparaissent sur la scène politique à chaque fois qu'il y a, n'est-ce pas, une élection, parce qu'ils voudraient, je ne sais pas, ils ont des raisons personnelles, mais qui ne sont en rien celles du peuple. Parce que celui qui se bat pour un peuple, qui se bat pour l'émergence d'une nation, est constant sur le terrain. Et c'est ce que nous essayons de faire depuis un moment, et je me réjouis que beaucoup nous rejoignent déjà. Donc, quand beaucoup ne réagissent pas par rapport à cela, et qui dans les réseaux sociaux trouvent plutôt que non, nous laissons les vrais problèmes pour aller vers des causes perdues, je dis non, c'est une aberration. C'est une aberration, Claude. On ne peut pas vouloir défendre les causes d'un peuple, les causes d'une nation comme celle-ci, et ne pas regarder les problèmes réels. Ceux qui pensent que nous allons vers un combat qui est celui de libérer le Cameroun, doivent chercher à ce que les règles du jeu, que la voix de ceux qu'on appelle les souverains, que cette voix soit entendue. Parce qu'on ne peut pas à chaque fois aller à une élection et les résultats sont toujours tels qu'on ne peut pas comprendre. Moi, j'ai eu l'occasion de vivre les années 90 et M. Tapi vient de faire un rappel historique important. Il a dit qu'il faut libérer les Camerounais afin qu'eux-mêmes se sentent libérés et construisent leur nation. J'ai plein d'amis, notamment ceux des années, les étudiants, le Parlement étudiantin des années 90, qui sont partis de Yaoundé nuitamment parce qu'ils étaient traqués, qui étaient passés par Douala et beaucoup ont trouvé le moyen de s'infiltrer dans Cap Liberté, d'autres sont passés par le Burkina Faso et qui se retrouvent à l'extérieur du Cameroun. L'image qu'ils projettent du Cameroun aujourd'hui est une honte. Pourtant, ce pays était une référence en Afrique. Les gens regardaient l'émergence, comment le Cameroun se levait, c'était une fierté. Mais il est toujours, du moins dans certains domaines. Non. Dans le domaine de la médiocrité peut-être, hein, dans le domaine de la médiocrité, parce que partout ailleurs, on pense au développement, on pense l'avancement. Ici, nous pensons encore comment ramasser les ordures. Vous êtes quand même dur, hein? Non, je ne suis pas dur, j'ai dit ce que nous vivons. Ce sont des faits, Claude. Donc, les Camerounais qui sont frustrés, qui dehors ne peuvent pas revenir au Cameroun parce qu'ils ont perdu peut-être leurs parents, ils ne peuvent pas revenir aux obsèques et tout ça. Vous pensez qu'ils peuvent être fiers de voir un ministre traverser devant eux? Non. Donc, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Ceux qui ont tenu le Cameroun depuis 43 ans, 45 ans, pour d'autres 60. Parce que le chef de l'État, disons-le sincèrement, avant de prendre la haute fonction, a passé presque 20 ans entre le Premier ministère et le secrétaire général de la présidence. Donc il est à pratiquement 60 ans d'activité intense. Je crois qu'à un moment, il peut s'arrêter. Parce que la décrépitude que nous avons au Cameroun aujourd'hui n'est pas de son fait seul. Il s'est entouré de gens qui peuvent avoir aussi une part de responsabilité, mais le commandant en chef, c'est lui seul. Donc il peut à un moment avoir un sursaut d'humanisme et de dire ces gens ont trop crié. Depuis des années, ils continuent à crier. Je pense qu'à cet âge-ci, la seule personne à qui je peux rendre compte, c'est mon Créateur.
c'est-à-dire Dieu Tout-Puissant, et dit vraiment, je laisse la possibilité à ces enfants de vivre ce qu'ils pensent, pas ce que j'aurais construit. Parce que si on continue ici, dans cette voie, nous allons inéluctablement vers un chaos, il faut le dire sincèrement. Parce que les frustrations sont telles que, même dans les fins fonds de village, les gens veulent avoir une élection transparente. Mais ce que nous voyons là n'augure pas une élection transparente. Le MINAT a dit tout à l'heure, cet après-midi, qu'il va traquer tous ceux qui prédisent le chaos au Cameroun. C'est une parenthèse. Tout à l'heure, Dr Niamsi, Augustin Kouepo disait que le MRC fait sa part en dénonçant à chaque fois, en interpellant les institutions qui violent régulièrement la loi. Le PURS fait également le sien, sa part. Pourquoi certains partis politiques, vous pensez que certains partis politiques sont restés muets devant ce qui se passe, devant cette requête formulée par vous, le PURS, par le MRC également? Vous pensez que s'il y avait cette mobilisation autour, l'issue aurait été différente de celle d'aujourd'hui? Avant de répondre à votre question, je vais vous dire une page de l'histoire du Cameroun. Il faut regarder où certaines personnes viennent pour adhérer à la politique et adhérer à un parti politique. Il faut regarder d'où ils viennent. Quand on fait leur enquête de moralité, c'est des gens qui sont venus se servir de la politique du Cameroun pour un positionnement non moins attractif, non moins distinctif, même positionnement non moins alléchant aussi, tout simplement pour servir les intérêts de leur vente. Est-ce que la politique est désintéressée? Alors je vais vous dire oui. Je vais vous expliquer pourquoi. Depuis la société athénienne, 475 ans avant Jésus-Christ, on fait la politique pour dénoncer, décrier et être fier d'aller au firmament pour être au Britannique que cet homme a dénoncé ceci. Exemple Platon. Exemple Socrate. L'un a été maître de l'autre. Socrate n'a jamais écrit, mais Platon a écrit. Mais fier d'adorer son maître parce que son maître a dénoncé. Pourquoi le mythe de la caverne? Nous sommes aujourd'hui dans une caverne au Cameroun. D'autres ont cru avoir des positions et ne lâchent plus ces positions parce qu'ils sont arrivés les premiers. Malheureusement, l'éveil des consciences et la souveraineté intellectuelle de certains hommes comme nous pensons qu'on ne vient pas en politique manger et boire. Nous venons en politique pour faire jaillir les idées pour une émergence favorite. Pourquoi je le dis? J'ai répondu à l'appel du président Paul Biya lorsqu'il a fallu que j'arrête mes études à l'étranger et revenir travailler pour le Cameroun. J'ai servi ce gouvernement et je continue à le servir. L'État du Cameroun et ses institutions. Je n'ai pas servi un homme. J'ai servi l'État du Cameroun. Alors, quand vous me dites d'autres partis politiques ne nous suivent pas, c'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas servi le Cameroun, ils se sont servis eux-mêmes. Vous connaissez combien de partis politiques ont été légalisés dans des couloirs manifestes pour créer la division? Je rentre dans le landerneau politique de 1992 pour l'élection de 1997. Vous savez comment Samuel Eboa a été chassé de l'UNDP? Si vous regardez bien le rétroviseur de l'histoire, vous comprendrez qu'il a été chassé pour des questions de positionnement. Pas un autre parti est né. Vous savez comment l'UNDP est né? Moi, je cite ces partis parce que je connais comment ces partis sont nés. On parle d'une frustration pour une autre. Vous savez comment le parti Issa Tchouma Bakary est né? C'est le plus grand athlète politique au Cameroun. C'est de la transhumance politique au nomadisme des programmes et des projets. Voilà un monsieur pendant 25 ans qui n'a que fait une politique, pas de servir le pays, mais de se servir de rattraper ce qu'il n'a pas pu avoir à la régie Fercam. Et ça, je peux le prouver. UNDP, ANDP, FLNC. Toujours dans la discorde. Et aujourd'hui, il a fait l'alliance avec le RDP-CLO dans la discorde. Voilà comment on appelle un athlète politique. Toujours dans la discorde, jamais conséquent. Alors, c'est des partis politiques dont nous, on ne pourra pas faire chemin ensemble avec eux parce qu'ils viennent de quelque part pour arriver en politique. Et ils viennent d'où? De la pénombre pour arriver en politique. Nous autres, nous avions regardé la politique. Et lorsque je parle du professeur Maurice Kamto, très loin des fanatiques qui font des exactions au Cameroun et veulent mettre Maurice Kamto dans leurs exactions, depuis le verset de Ngaoundé, voilà un monsieur qui a été toujours dans le livre du droit. Il vilipende, il s'insurge, il s'inscrit et dit voilà ce que je pense. Mais sauf que il est butin à une réalité.
Il est dans un règlement de compte avec ses anciens camarades, autre part qui n'ont pas voulu comprendre ses réflexions. Il faut le dire pour que les Camerounais comprennent. Ce n'est pas Maurice Kamto qui fait mal, mais c'est les gens en face de lui qui veulent démontrer à une certaine jeunesse qui fait mal. Lorsque Serge Espoir Matomba parle d'un trépied, la souveraineté des pouvoirs publics de l'État, beaucoup de partis politiques ne sont pas souverains. Beaucoup de partis politiques sont les antichambres des partis au pouvoir. Regardez ceux qui ont ouvert ces partis politiques, que moi j'appelle des boutiques. Et ça n'engage que moi. Ils savent. S'il y a quelqu'un qui est conséquent pour pouvoir discuter de la création de son parti avec moi, qui m'invite dans un débat télévisé, je vais lui dire comment il a eu le dossier pour ouvrir son parti. Ils n'ont même pas respecté de manière scrupuleuse comment est-ce qu'on fait un parti politique. Il y a des partis politiques qui n'ont pas de militants. Ils sont donc des vendeurs à la sauvette politique qui réapparaissent quand les élections arrivent et qui disparaissent après les saisons. C'est des cigales politiques. C'est ce que vous appelez symboles. Ils ont une grosse caisse de résonance pour parler. Ils sont nombreux. Ils arrivent. Après les élections, ils vont disparaître. Ils n'ont même pas. Ils sont nombreux, mais ce ne sont pas tous les leaders politiques. En tout cas, ce ne sont pas tous les partis politiques qui sont noyés dans ce que vous dites. Le peu qu'il reste, le peu sur lequel il faut compter, pourquoi ils ne se mobilisent justement pas pour porter cette requête-là afin qu'elle aboutisse? J'attendais sûrement cette question de votre part. Vous savez, en matière de politique, ce qui tue l'opposition camerounaise aujourd'hui, c'est la guerre de leadership. Et cette guerre de leadership est née des hommes infiltrés dans l'opposition qui ne sont pas des opposants. Et ça, vous allez me dire pourquoi je le dis. Lorsque un président comme Serge Espoir Matomba décide de tenir un congrès à Yaoundé, afin que ses pairs disent « c'est toi qui nous représenteras à l'élection présidentielle », validé et adulé par ses pairs pour lui porter cette confiance, dans d'autres partis d'opposition, on infiltre ces partis et on crée à l'intérieur de ces partis la démobilisation. Pourquoi? Pour le simple fait que lorsqu'un président de parti politique n'a pas acquis l'idée de souveraineté dans sa façon d'agir, dans sa façon de faire, il sera toujours infiltré. Aujourd'hui, donnez à un enfant de cours élémentaire deuxième année ou de cours moyen 2 qui fait le CEP, que quels sont les partis d'opposition que vous connaissez au Cameroun? Il citera les partis qui sont dans le jeu politique. Alors quand vous allez lui demander, qu'est-ce que vous savez qu'il y a un parti qui s'appelle Issa Nkonsamba, un qui s'appelle Issa la Sanaga Maritime, il vous dira, je ne vois même pas leur permanence du parti. À Douala ou à Yaoundé, demandez la permanence du parti du Pulse, même le dernier de Bentikino vous dira, ils sont à Bonabel de l'autre côté. Demandez la permanence du parti du MRC. On vous allez au Grand Moulin, ça existe. Bon, je ne vais pas citer d'autres partis parce que je ne suis pas convié à dessin sur leur menu politique. Mais demandez à d'autres de vous dire où est leur permanence de parti, où ils se regroupent. Ils ne vous diront pas. Donc c'est la présence saisonnière des leaders politiques et des partis politiques qui fait en sorte qu'il n'y ait pas cette synergie pour porter vraiment cette requête-là initiée par le MRC. Roland Tsapi, on va sortir de l'émission d'un moment à l'autre. Le MRC poursuit sa requête. On attend la réaction du Conseil constitutionnel. Mais est-ce que la non-publication de la liste électorale nationale empêche la tenue de l'élection présidentielle? Non, pas du tout. Comme je disais tantôt, il s'agit aujourd'hui de mettre des réserves. J'ai pris l'exemple d'un match de football. Oui. On émet des réserves, mais on ne peut pas jouer. Pour autant. Tout simplement parce que il ne faudrait pas que l'on se comporte comme s'il n'y avait pas un problème. Il y a un problème au départ. Maintenant, quelle sera l'issue de la requête? Nous sommes d'accord à 90% en s'appuyant sur les antécédents, la jurisprudence, qu'on risquera de ne pas y donner suite, tout simplement. Mais pourquoi est-ce que le MRC est seul avec le PURS dans cette bataille de la liste électorale? Il a essayé d'expliquer tout à l'heure qu'il faut faire la différence entre les partis politiques qui ont une vision, c'est-à-dire qui sont dirigés par ce qu'on pourrait appeler des hommes d'État. Parce qu'un homme d'État pense à la prochaine génération, mais un homme politique pense aux prochaines élections. Et il y a des hommes politiques qui, aujourd'hui, je veux dire quoi,
pilule, c'est peut-être péjoratif, mais qui grouillent dans le landerneau politique pour effectivement assouvir leurs intérêts. Et c'est pareil pour tous ceux qui sont à certains endroits des institutions étatiques. En fait, le gros problème est celui-ci, c'est que ce soit les hommes politiques ou bien des gens qui occupent des places dans les institutions, ils ont oublié en fait pourquoi ils sont là. Ils ont oublié qu'ils sont là pour la nation et pas pour eux-mêmes. Si un temps soit peu, chaque fonctionnaire, chaque magistrat, chaque je ne sais pas qui, chaque dirigeant d'une institution comme ELECAM pensait à la nation d'abord, pensait à l'État, pensait à une mission de plus grande ampleur qu'on lui a confiée, on aurait moins de problèmes. Pourquoi? On a dans l'histoire du Cameroun, dans la ville de Douala par exemple, dans la mairie de Douala, deuxième président, on a eu un maire là-bas qui s'appelait Dagobert Fampou, qui, dans le cadre de l'aménagement de son arrondissement, il fallait qu'on trace les routes, qu'on casse certaines maisons qui étaient mal placées et tout. On nous raconte que le maire est sorti de sa maison le matin pour aller conduire cette caravane qui devait passer. Et avant de partir, il est revenu à la maison, dit à son épouse, « Madame, il faut dire à votre mari qu'on va casser sa maison. » Parce que la route va passer par là. Parce que la route va passer par là. Et il est rentré, revenu en tant que maire. C'est-à-dire que lui, il s'est d'abord mis dans la peau de l'homme, de l'individu, du citoyen qui habite dans la ville, mais dont la maison est mal placée par rapport à la route qui doit passer. Il a dit à sa femme qu'on va venir casser votre maison. Et il est parti, il est revenu casser la maison lui-même. Il a aimé l'arrondissement de Douala. Il ne pensait pas à lui à ce moment-là. Voilà. Il ne pensait pas à sécuriser sa maison comme on en voit aujourd'hui. Vous voyez, dans la ville, il y a des routes qui vont comme ça et à un moment donné, qu'on tourne comme ça parce qu'il faut laisser une maison qui est... Et des personnes qui construisent sur des draps. Tout simplement, on laisse passer. C'est parce qu'effectivement, on ne pense pas à la nation. Lui, il pensait à la mairie, à la beauté de la mairie. On peut avoir des gens comme ça là. Si des gens pouvaient se mettre justement dans cette logique-là, d'avoir la mission pour une nation, pour un arrondissement, une région, un département, on aurait moins de problèmes. Si on ne pensait pas à servir un individu, mais plutôt à servir la nation, on aurait moins de problèmes. Parce que le président du Conseil constitutionnel penserait à la nation, à une démocratie qu'il faut construire, à une justice qu'il faut rendre, plutôt qu'à servir un homme qui l'a littéralement sauvé, comme disent certains, en le nommant là. Vous avez vu comment il danse. Donc voilà le gros problème qui est le nôtre aujourd'hui. Et dans la logique, je disais tantôt, de l'espoir, de la volonté d'améliorer les choses, il y a des gens qui ne se fatiguent pas. Les journalistes comme nous autres, vous autres et d'autres, des hommes politiques qui sont vraiment, qui ne se fatiguent pas de se battre, de lutter, d'avancer en gardant espoir qu'un jour ça peut changer. De toute façon, qu'on le veuille ou pas, c'est en opposant à cette injustice chaque fois de la résistance qu'on réussit progressivement à la faire reculer, en espérant qu'un jour, si l'homme n'arrive pas à résoudre le problème, la nature elle-même va s'en charger. Avec ou sans la liste électorale nationale, on imagine que le MRC participera à l'élection présidentielle d'octobre prochain. Bien entendu, Claude. Ce n'est pas un sujet sur lequel il faut encore se débattre, hein. C'est une évidence. On va être candidat à l'élection présidentielle. Et je vais emboîter également le pas du docteur pour préciser qu'il faut quelquefois lire dans le passé. Il faut checker les hommes politiques, d'où ils viennent pour faire de la politique. Et je vais vous parler là de quelques figures emblématiques de ce monde, notamment Gandhi. Quand vous regardez Gandhi, vous regardez Mandela, vous regardez Jeanne d'Arc avec la prise de la Bastille en France, vous regardez Sankara, vous regardez Kwame Nkrumah, vous allez vous rendre compte que c'est des gens qui avaient d'abord débordé, ils avaient transcendé l'alimentation. Quand on se met au-dessus de l'alimentation, on devient un homme. Mais quand on est encore dépendant de son nombril, de sa gibecière, on ne peut pas faire de la politique. Alors, regardez sur la scène politique camerounaise, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup d'aventuriers, comme je les appelle toujours, des saisonniers, qui viennent se remplir la bédaine pendant la période, pendant le marché. Parce que c'est la période du marché.
ils viennent faire la surenchère, ils bagarrent pour obtenir quelque chose et se retirer. Mais allez interroger le passé du professeur Maurice Kamto, pour ceux qui le connaissent profondément. Maurice Kamto, même pendant qu'il était à l'IRIC, il y a ces très proches qui avaient raté l'entrée à l'IRIC, bien que sa seule signature aurait permis de le faire traverser. Allez interroger, je vous le dis sincèrement. C'est très très proche, je ne vais pas citer les noms. Il a dit, vous n'avez pas la capacité d'avoir ce concours. Allez encore travailler. Et moi qui vous parle là, j'ai été très proche de la coordination des années 90. Jeune enseignant, j'ai fait l'enseignement technique, le génie civil. J'ai abandonné la craie parce que j'ai suivi les hommes politiques, parce que j'avais une conviction. Mon père était UP6, j'ai lu ses documents et j'ai compris qu'il luttait pour cette nation. Et du coup, je me suis attaché aux gens comme les Henri Tekwe, les Moïse Gaspard, les Mokoko Priso, à la rue Bébé et Lamé. Et à cet endroit-là, on m'invite à une assise politique du Manidem, qui se passe dans une école en plein Aqua. Quand j'arrive à cet endroit, le jour de la réunion, je trouve une maman qui est assise devant la porte là. Excusez-moi d'aller un peu long parce que c'est important. Vous allez et cette maman de me dire, monsieur, vous venez faire quoi? J'ai dit, je viens pour la réunion. On me dit, non, allez plutôt de l'autre côté. Donc j'ai reçu de ces gens-là une formation qui a conforté ma conviction. Et je dis, si aujourd'hui nous acceptons de venir sur les plateaux, de travailler comme nous faisons là, à visage découvert, c'est parce que nous le faisons à partir d'une conviction que nous portons. Vous avez parlé du Manidem. Finalement, il y a une information qui circule. Finalement, c'est le Manidem qui va porter la candidature. Non, je ne peux pas le dire. Je ne peux pas le dire sur ce plateau. Ok, à quand le dépôt de la candidature alors? Ce que vous allez retenir, c'est que le professeur Maurice Kamto sera bel et bien candidat à l'élection présidentielle. Et là, le dépôt de la candidature? Nous avons jusqu'à 5 jours, 6 jours encore. Donc, je ne peux pas le dire dans la boule de cristal. Retenez-le, ce sera comme ça. Pour les puces, on va sortir, hein, Dr Niamsi. Le rendez-vous, c'est quand? Le dépôt de la candidature de Serge Espoir Matomba. Le bureau politique, le porte-parole du président Serge Espoir Matomba s'exprimera dans une conférence de presse. Il donnera son point de presse parce que vous savez, il faut faire l'éthique et la déontologie lorsqu'on annonce et on fait des déclarations. Je suis venu pour un débat. Le Serge Espoir Matomba est porté par le PUS. Il y a 4 millions de jeunes Camerounais qui ont décidé de courir derrière son œuvre politique, derrière son projet, derrière son programme. Je ne suis que celui-là qui porte sa voix et je pense qu'un point de presse vous sera donné d'ici 3 ou 4 jours pour vous dire que nous allons déposer la candidature. Laissez-moi chuter. En tout cas, vous avez jusqu'au 22. Laissez-moi chuter pour sortir. Plus de temps, 10 secondes peut-être. Dites au président de la Cour constitutionnelle, au Papa Clément, d'entrer dans l'histoire du Cameroun en prenant à bras le corps ce que nous revendiquons. Merci, messieurs, d'avoir participé aux échanges de ce soir. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne fin de soirée sur Balafon Télévision. Rendez-vous demain, 19h30.